Vendredi, votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur LCF City FM sur le www.lcftogo.com pour l'émission Tortor. Nous sommes aujourd'hui au numéro 108 en studio, deux confrères. Carlos Ketoru, il est le directeur de publication du journal L'Indépendance Presse. Bonjour Carlos. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs. En face de Carlos Ketoru ce matin, nous avons Marc Aboflon, il est directeur du site d'information elitedafrique.com. Merci, bonjour Marc. Bonjour Junior et bonjour aux téléspectateurs de LCF et aux auditeurs de TTF. Marc est ici avec deux casquettes, il représente aussi le CONAP qui organise dans les jours à venir la journée porte ouverte sur la presse. On y reviendra tout à l'heure. Dans la seconde partie, nous aurons comme invité Maître Jean Yaovi Degril avec lui. On va parler de l'alternance souveraine encore chez nos voisins du Ghana et pourquoi ça bloque ici au Togo. Il nous dira tout dans la seconde partie. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. Nous démarrons aujourd'hui par le quotidien privé Liberté. Liberté de l'école titre à sa une. Fort. Des petits soucis. Nous commençons par le quotidien privé Liberté. Bon, l'alternative dans les kiosques, nous commençons par l'alternative comme demande la réalisation. Un instant, l'alternative dans sa une. Diplomatie, l'UE insiste sur la décentralisation, les droits de l'homme au Togo. Les USA se préoccupent de la limitation du mandat présidentiel. Togo, les élèves dans les rues, forts dans les airs. La grève se poursuit cette semaine. Dans les cas également, nous avons le médium. Le médium titre à sa une. Dossier annuel, le pèlerinage marial des catholiques a convié de la nécessité pour l'église de bien aménager le site d'accueil. Musique, lancement, single pour enfants, un trésor pour bercer les enfants dit auteur du single Mon Trésor. Économie, une taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons au Togo. Liberté dans les cœurs titres. Gambie, revirement du fantasme dictateur. Pourquoi le régime de Lomé doit être de cœur avec Yaya Jammeh. Alors, UE Togo, l'Union européenne a insisté sur l'organisation des élections locales. La nouvelle tribune de notre ami Elo Matisogbe de la kiosque titre à sa une. Enquête exclusive acte 1, rapport Cannes 2013, voici les comptes. Togo Télécom, Togo Cellulaire, Manuport, Sim Togo, Fortier Consort n'ont pas communiqué les fonds collectés. Nous y reviendrons largement dans cette émission tout à l'heure. L'Indépendance Presse titre également enquête exclusive Cannes 2013. Scandaleux rapport. Pourquoi et comment l'avion de Jet Afrique a dribblé Chéi et ses coéquipiers. Économie et développement titre à sa une développement. Promotion de la culture du soja biologique à Kara, 30 000 tonnes prévues en 2016. Dans les kiosques également ce matin, nous avons avec nous la dépêche, fort écoutée par le M6 et la NSA. Présidentielle gambienne, Yaya Jammeh tombe dans son propre piège. Dossier, la corruption, cause principale de la pauvreté en Afrique. Comment lutte-t-on contre la corruption au cas du Bénin et du Togo. Calliope Sport dans les kiosques également, chronique de la participation du Togo à la CAN 2017, un stage de fou annoncé au Sénégal, la colonne vertébrale des éperviers handicapés, le front parallèle de Nibombe d'Arré. Épervier Lix, rapport sur la gestion des fonds de la CAN 2013, cafouillage, combine, surfacturation, détournement de fonds, des dépenses de 1,9 milliard prévues, mais à l'arrivée 2,7 milliards dépensés. Le libéral est avec nous ce matin, le journal titre hommage du doyen Charles Debache à feu Ezodeina Pechezi. Fin de la visite du chef de l'État au Kenya, Fauna Singbe, hôte d'honneur à la fête nationale.
le quotidien privé de ce jour dans les kiosques. C'est celui de ce jour, on avait présenté l'autre d'hier par erreur. Le mandat social, le quotidien privé, le mandat social à l'aune de la crise au sein de l'éducation. Fornia Singbe en mode indifférence, l'avenir des millions d'élèves en péril. Forum de la semaine est avec nous également ce matin dans les kiosques. Défi de l'émergence en Afrique subsaharienne, Nouboukpo et le défi de l'émergence togolaise. Le Togo possible, prototype pour d'autres pays africains. Justice administrative, les 16e assises de la HJF ouvertes à Lomé. Eh bien, c'est tout pour ce matin. Nous allons suivre le jingle derrière la première partie de l'émission. Retour ensuite avec notre invité, nos invités plutôt, Marc Aboflan et Carlos Quito. Marc Aboflan, brièvement avec vous, on va avoir une idée sur les journées portes ouvertes qu'organise le CONAP en collaboration avec d'autres organisations de presse au Togo. Que va-t-il se passer concrètement? Alors, ce sera 3 journées au cours duquel la presse togolaise dans son ensemble va un peu montrer au public ce qu'elle fait tous les jours. C'est-à-dire, nous sommes en studio ici, il y a des gens qui écoutent la radio et des gens qui sont habitués à lire nos différentes productions, que ce soit presse papier, que ce soit presse en ligne. Mais ces gens ne sont pas imprégnés du quotidien des journaux, des radios, des télés. Donc, le CONAP, en collaboration avec ses différents partenaires, organisations de presse, organise donc ces 3 jours de journée porte ouverte. Et je rappelle que c'est la 3e édition. Donc, ce sera 3 journées au cours duquel on va redécouvrir la presse autour du thème médias, laïcité et dialogue interreligieux. Ce sera une manière pour nous un peu d'étudier ou de réfléchir sur la contribution que peut être celle des médias sur la question de laïcité, mais aussi sur la question de coexistence pacifique des différentes religions qui coexistent dans notre pays. Le menu concrètement, est-ce qu'on peut avoir un peu des détails sur le programme concocté pour cette 3e journée, partout sur la presse? Alors le programme, ce sera essentiellement des conférences débats. Déjà le premier jour, c'est-à-dire jeudi prochain, nous aurons une conférence débat pour parler un peu de l'influence des médias sociaux et des nouveaux médias sur les médias traditionnels. Vous n'êtes pas sans savoir que l'information circule aujourd'hui beaucoup plus sur les plateformes WhatsApp, Facebook, avant même d'être retraitée par les médias. Donc, comment les médias font pour survivre aujourd'hui dans ce brouhaha-là des médias sociaux? Ce sera la première conférence. Il y aura une série de conférences également sur la thématique, c'est-à-dire les médias, laïcité et dialogue interreligieux. Donc, un certain nombre de conférenciers qui vont discuter sur la question. Ensuite, il y aura également des formations, mais aussi des ateliers, enfin des expositions de journaux depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Nous aurons des expositions du vieux matériel qui servait à la production à la télévision nationale. Nous aurons aussi des expositions de caricatures. Donc, au-delà de ces expositions-là, l'innovation cette année, c'est la journée de la solidarité, où les journalistes vont se mettre ensemble pour être solidaires. Et nous allons faire un don de sang. Ce sera vendredi matin, donc tout le public, mais également les professionnels de médias, vont donner de leur sang justement pour sauver leur vie. Parce que, il faudrait le rappeler, notre banque de sang aujourd'hui se retrouve à beaucoup de fois en manque de sang. Et donc, les professionnels des médias vont profiter donc de cette opportunité-là pour justement faire un don de sang en faveur de la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine. Vous parlez aussi du dépistage du diabète et aussi de l'hypertension qui aura lieu à Blue Zone. Oui, enfin, il faut rappeler que toutes les manifestations vont se passer à la Blue Zone de Kakaveli, derrière le marché de Kakaveli. Il y aura dépistage. Et pour les professionnels des médias, pour ceux qui viennent, le CONAP met à disposition une équipe qui va faire cette thèse de dépistage là gratuitement pour permettre à chacun de faire le point sur son état de santé. Et nous allons terminer en beauté samedi soir par la soirée des partenaires, qui est une soirée au cours de laquelle nous allons primer les meilleurs partenaires de la presse sur l'année écoulée, c'est-à-dire les entreprises, les associations, les institutions et organismes qui accompagnent la presse dans son travail. Merci Marc Aboflan, donc je rappelle que vous êtes vous portez double café sur ce plateau, vous êtes directeur aussi d'information et d'Afrique, comme vous passez aussi du bureau du CONAP. Alors on revient à Carlos Quito, qui est le président du PPT. Alors maintenant on parle de l'actualité, votre journal, les débats express, en collaboration avec d'autres journaux, vous avez fait une enquête explosive que vous publiez depuis hier. On a vu la publication au niveau du journal Nouvelle Tribune, et Caleb Soir en a parlé également ce matin. Alors vous parlez de scandale qui
maille, la participation du Togo à la CAN 2013. Depuis les comptes, on les attend, on n'a pas eu les comptes. Mais vous avez des fuites, peut-être vous avez une idée sur comment l'argent a été dilapidé entre parenthèses. Oui, merci. C'est une vaste enquête que nous avons lancée, principalement deux organes de presse, l'Indépendance Presse et la Nouvelle Tribune, qui a contribué. Nous l'avons sollicité également quand nous avons engagé cette enquête. Et c'est une enquête qui nous a fait traîner un peu dans les rouages du football, non seulement au Togo, mais aussi au Bénin, en Afrique du Sud et aussi au Ghana, parce que les rebondissements de cette gestion scandaleuse de la CAN 2013 ont leurs échos partout à travers le monde, même jusqu'au niveau de la Confédération africaine de football, la CAF. Et ce sont les résultats des enquêtes que nous avons commencé par publier. Et le scandale, beaucoup plus que nous tentons, ou nous comptons appeler Pervielix, il y a déjà certains qui l'appellent Pervielix, d'autres commencent par l'appeler CAN 2013 Togo PPS. C'est un document de près de 100 pages que nous avons réussi à piocher dans nos investigations qui relatent les comptes au niveau de la CAN 2013. Vous savez que depuis 2013 que la CAN a été organisée, les contributeurs, disons les populations togolaises, les grandes sociétés, l'État togolais ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce que la CAN se déroule dans de très belles conditions. Malheureusement, les éperviers sont revenus, on n'a pas pu aboutir comme on le souhaitait, mais à ce jour, le rapport a été établi. Il y a un cabinet qui a audité les comptes de le comité de mobilisation de fonds, et à ce jour, le rapport est bloqué. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des intérêts à faire bloquer ce rapport. Et c'est dans ce sens que dans le cadre de nos investigations, nous avons réussi à tirer des morceaux choisis de ce rapport scandaleux. Et vous n'êtes pas sans savoir, nous avons déjà commencé par faire des publications sur la façon dont l'argent a été dépensé. Ceux que nous veulent avoir une idée précise sur la chose, au niveau des fonds, on a vu que les sociétés d'État n'ont pas déclaré les fonds collectés, et les dépenses prévues, à la limite, à la fin, on a vu que les gens ont tous dépensé. Comment ça s'est passé dans la réalité? C'est du grand gaspillage, de graves malversations qui sont contenues dans ce rapport d'audit. Par exemple, au niveau de certaines sociétés d'État, la plupart des sociétés d'État, il y a eu une mobilisation de fonds qui avoisine les 500 millions. Cet argent n'a jamais été déclaré au niveau du comité de mobilisation des fonds, et l'argent a perdu sa traçabilité dans le système de mobilisation des fonds. Donc à ce jour, on ne sait pas où se trouve l'argent cotisé par exemple par les sociétés Togocel, Move, Sim Togo, Manuport et d'autres grandes sociétés. Donc cet argent est perdu et le circuit se situe entre le comité de mobilisation. Il y a un sous-comité qui s'appelle un sous-comité spécial qui devait gérer ces fonds-là en collaboration avec un représentant du ministère de l'économie et des finances d'alors. C'était un collaborateur du ministre Ayassor qui était chargé de gérer ces fonds, mais à ce jour on ne trouve pas la traçabilité de ces fonds. C'est plus de 500 millions de francs CFA. Mais nous sommes beaucoup plus intéressés dans la première partie de notre dossier à la situation du blocage des éperviers de la délégation togolaise à Johannesburg après l'élimination du Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait annoncé un avion qui devait venir chercher les éperviers, mais malheureusement l'avion n'est pas arrivé. Et les journalistes, les joueurs et la délégation togolaise ont dormi à la belle étoile à l'aéroport et tout ça. Et les gens n'ont pas compris à ce jour ce qui s'est passé. Et véritablement nous avons eu à relever cela à travers le rapport qui est sorti. En fait, c'était un avion qui avait été affrété mais qui n'est jamais arrivé, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui avaient des intérêts dans l'affrètement d'un autre avion qui devait coûter plus cher. Donc on a eu à engager près de 80 millions pour faire venir un avion à travers certaines personnes qui étaient impliquées dans l'organisation, notamment un Béninois qui s'appelle Hervé Toukui, qui est un tout-puissant dans le système de football en Afrique du Sud. Et c'est lui qui a eu pratiquement le contrat, le plus gros contrat de l'organisation de la participation du Togo à la CAN 2013. Et il se retrouvait à la fin de cette organisation avec près d'1 milliard de francs, et plus exactement 982 millions de francs CFA. De bénéfices pour lui seul?
pas de bénéfice, mais c'est l'argent qu'il a engagé pour cette prestation qu'il a faite au Togo. Et le contrat qui a été établi avec sa société qui s'appelle de la logistique, avec le président de la Fédération de football de l'époque, M. Gabriel Ami, c'est un contrat qui n'a pas été partagé avec les autres acteurs, notamment les autres membres du un contrat de gré à gré. Ça veut dire que c'est un contrat de gré à gré qu'il a imposé. Vous vous rendez compte qu'au niveau de l'organisation de cette CAN, les hôtels ont été surfacturés à 500%. Je veux dire que des hôtels qui devaient coûter, les chambres qui devaient coûter 500 dollars ont coûté près de 3000 dollars. Vous imaginez? Et ensuite, on a gonflé un certain nombre de chiffres, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration. Et à ce jour, au lieu de 1,9 milliard qui avait été prévu pour organiser cette CAN, on a dépensé 2,9 milliards, près de 3 milliards. Et dans les 3 milliards là, on se retrouve avec des surfacturations vraiment énormes. Et nous avons engagé ces publications et très bientôt, nous avons sur notre site de l'Indépendant Express une rubrique qui s'appelle Togo Leaks. Nous allons commencer, comme le font les lanceurs d'alerte, à passer certaines parties de ce rapport pour que le public soit de plus en plus informé sur les scandales que la CAN 2013 a connus. Cela est très important dans la mesure où le Togo se prépare encore à aller à la CAN en 2017, en janvier prochain. Et jusqu'à présent, il faudrait un mois, on ne sait pas s'il y aura des comités encore ou pas, parce que c'est comme cette année, cette fois-ci, il y en aura pas dans la parole permanente. Oui, c'est difficile, parce que tant qu'on n'a pas fait les comptes, tant qu'on n'a pas permis aux populations, ceux qui ont contribué, de pouvoir savoir la manière dont leur argent a été géré, mais on ne peut pas encore lancer une mobilisation de fonds. C'est ce qui crée les problèmes. C'est pourquoi nous attirons l'attention, non seulement de la Fédération, mais de l'État togolais, à pouvoir, je ne veux pas dire interpeller, à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ceux qui ont géré la CAN 2013 pour que la CAN 2017 puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Marc Abofra, vous avez suivi le confrère Carlos Keto qui a fait une enquête sur la façon dont nos fonds ont été gérés en 2013 dans le cadre de la CAN en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus? Et quel conseil avez-vous à l'endroit de la fédération en ce qui concerne la participation à la prochaine CAN au Gabon? Alors, premier point, je voudrais saluer ce travail-là qui a été fait par le confrère indépendant et la Tribune, parce qu'on en a de plus en plus besoin de ce genre de travail qui montre au grand jour tout ce que des gens s'efforcent à cacher justement au grand public. Et nous l'avons même ici, même sur ce plateau, dit à plusieurs reprises. Vous savez, cette CAN-là, à notre avis, il était important qu'on fasse ces comptes avant qu'on appelle les populations à contribuer justement pour la nouvelle CAN qui se déroule en 2017. Mais je ne pense pas que j'ai un conseil particulier à la fédération actuelle, dans la mesure où ce comité-là qui a eu à gérer les fonds était mis en place par décret présidentiel. Et cette fédération, en réalité, n'a rien à voir avec la gestion qui a été faite des fonds en 2013. Maintenant, il est vrai que quand on hérite d'une fédération à problème comme celle togolaise, on hérite forcément d'un lourd passif. Et il faudra peut-être, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça le défi, c'est de travailler à mobiliser les fonds à nouveau pour justement trouver les moyens pour permettre à nos éperviers sur la lancée là qui a commencé de faire une bonne CAN. Et pour ça, il faut forcément, avant d'appeler le peuple à cotiser ou à contribuer de nouveau, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, on puisse offrir ces comptes-là. Et je pense que c'est dans ce sens que je salue le travail qui a été fait par l'Indépendant Express et par la Tribune. Maintenant qu'on a caché le rapport pendant très très longtemps et qu'aujourd'hui, on a la chance de l'avoir au grand jour, il faudrait que les pouvoirs publics, notamment la justice, se saisissent rapidement de ces différentes déclarations et qu'on demande des comptes, parce que ça fait de trop. On parle de scandale, mais personne au finish n'est inquiété. En principe, après cette publication de nos confrères dans le Tribune Indépendant Express, le gouvernement devait profiter pour nous faire le rapport officiel, puisque ce que le confrère publie c'est officieux, pour l'essentiel si c'est vrai ou pas, mais il va falloir que le gouvernement, pour faire la lumière sur tout, publie enfin le rapport, t'as entendu? Oui, normalement, rien ne devrait empêcher la publication de ce rapport. Mais c'est parce que certaines personnalités, de hautes personnalités, ont brillé par la corruption, par les malversations dans ce rapport. C'est pourquoi on tente de camoufler cette vérité. Et vous savez que la commission a été dirigée par l'ancien Premier ministre, Artem Aoumezulu. Lui a supervisé. C'est lui qui a supervisé. Je ne l'implique pas forcément, parce que lui-même, il avait demandé au ministère des Finances de pouvoir
présenté, publié ce rapport, le rapport de Di. Bon, il y a d'autres personnalités qui aussi sont impliquées d'une façon ou d'une autre, mais qui ont beaucoup profité au détriment du Togo, de l'argent qui a été versé par les sociétés, par les Togolais, tout cela. Et cela a un impact direct sur l'organisation de la CAN 2017. Je ne m'avais pas interpellé, par exemple, la Fédération togolaise de football actuelle, mais dans notre dossier, nous avons clairement dit que c'est sur l'ancienne consiste la nouvelle. On ne peut pas se déconnecter des réalités de l'organisation de la CAN 2013 qui a produit un rapport dont on n'a pas le contenu et s'engager dans une nouvelle CAN avec une nouvelle fédération. Il faudrait qu'on comprenne les failles qu'on a connues dans cette organisation, les défaillances qu'on a connues, et cela permettra de prendre un certain nombre de mesures qui permettront de voir en quoi l'organisation de cette CAN sera sereine. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui minent la nouvelle la fédération togolaise de football, pas la fédération, mais l'organisation de cette CAN. Il y a la question des équipements qui n'a pas encore tranché, parce que dans la foulée... L'entraîneur nous a annoncé le nom de l'équipementier Macron qui doit... Oui, de l'équipementier Macron, mais également au niveau de l'équipement. Est-ce qu'il y a eu une unanimité autour de cet équipementier? Parce que nous sommes en train d'enquêter également sur le contrat qui existe entre la fédération et l'équipementier Macron. On voit qu'il y a aussi des contorsions qui minent ce contrat, dans la mesure où ce qui était prévu, les engagements que cet équipementier devait avoir vis-à-vis du Togo, vis-à-vis de l'équipe togolaise, ne sont pas contenus de façon claire et nette, et on semble comprendre que l'équipementier risque de tomber encore dans les travers de cette organisation malheureuse de la CAN 2013 cette année. Donc il y a d'autres contours au niveau de cet équipementier. Nous n'allons pas venir dans les détails parce que nous sommes en train d'investiguer là-dessus. Nous allons apporter les conclusions de nos investigations, mais également au niveau de la mobilisation. À ce jour, on ne sait pas si, comme en 2013, la brasserie a déjà commencé par percevoir les primes pour la mobilisation au niveau de l'équipe. On apprend que la présidence togolaise a mis en place une commission spéciale pour suivre l'organisation de la CAN. La commission est pour l'instant officieuse parce qu'elle n'a pas été officiellement présentée. On ne sait pas si au niveau de Sim Togo, les partenaires sont mobilisés pour accompagner le Togo, et on ne sait pas comment seront organisées toutes les étapes au niveau de l'hébergement, au niveau du transport, au niveau de la restauration de la délégation togolaise. Vous vous rappelez, au niveau de la CAN 2013, dans le rapport, il y a des informations assez scandaleuses, et des joueurs qui se sont déplacés avec 6 membres de leur famille, c'est-à-dire et 3 gardiens du corps, vous imaginez, aux frais de l'État, aux frais de la fédération, aux frais de la commission de mobilisation des fonds. Vous imaginez que certains membres qui ne faisaient pas partie de la commission, qui n'étaient même pas membres officiels, ont fait voyager leurs copines, eux et leurs copines, c'est-à-dire 2 ou 3 maîtresses, pour aller participer à cette CAN. Et aussi payé, c'est-à-dire que sur le dos de la fédération, sur le dos du Togo, de l'État togolais. Vous imaginez que même dans cette même organisation de la CAN 2013, on a connu certaines situations qui ont révolté. Qui ont révolté certains acteurs clés. Par exemple, des membres de certains membres de la commission ont été même menacés de mort avec armes, tout simplement parce que ils s'opposaient un tout petit peu au fait que les dépenses, les contrats au niveau de l'hôtellerie sont un peu trop chers, donc il faut trouver des hôtels moins chers et tout ça là. Mais on est venu les menacer nuitamment avec des armes. Vous imaginez, il y a des scandales qui sont passés, et sur tous ces aspects, je crois que de plus en plus, nous allons éclairer l'opinion. Si l'autorité ne veut pas peut-être donner ou bien publier ce rapport officiellement pour que les populations togolaises puissent voir comment leur argent a été géré, je crois que les journalistes auront cette responsabilité de pouvoir servir, suivant leur devoir, ce rapport aux populations. Marc Abouflan. Il est vrai que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, mais je voudrais dissocier un peu l'ancienne fédération de la nouvelle, parce que nous connaissons tous l'état de crise dans lequel gisait la fédération. Nous avons vu ce nouveau bureau-là qui a commencé par faire quand même des choses bien pour le football. Il faut rappeler que nous sommes à 4 semaines de cette CAN-là, et donc qu'il est aujourd'hui difficile de refaire cette mobilisation qui a été faite là par Togocel, Togo Télécom. Enfin, de source officieuse, nous apprenons que ce sera la présidence, enfin le budget national
va contribuer à hauteur de 650 millions de francs CFA. Enfin, selon ce qui a été présenté à l'Assemblée nationale, et que la présidence de la République va dégager le reste. Mais j'aimerais quand même voir dans la qualité du travail qui a été fait par les confrères et voir déjà les premiers pas faits par cette nouvelle fédération qui se détache un peu de tout ce qui se faisait. Il est vrai que par rapport au contrat avec Macron, on a des éléments qui permettent d'apprécier, mais on n'a pas encore les contrats, même en bonne et due forme, pour savoir qu'est-ce qui lie la fédération à Macron. Mais je veux bien croire que le nouvel élan prôné par le colonel Akpovier et son équipe est bien en marche et qu'ils feront beaucoup de choses, pas dans leur intérêt propre, mais dans l'intérêt du football, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et il est important aussi que l'État prenne ses responsabilités, dans la mesure où ce n'est que quand l'État accepte réellement de prendre ses responsabilités que le citoyen a confiance et peut soutenir les éperviers, parce que c'est ces histoires de comptes non, enfin, de comptes non faits par rapport à la CAN 2013 ont refroidi l'ardeur de beaucoup de supporters des éperviers, alors qu'aujourd'hui, vu le niveau même de notre football, on a besoin que ce public soit derrière les éperviers justement pour qu'on puisse espérer faire quelque chose de bien au Gabon en janvier prochain. Oui, j'aimerais juste faire une précision pour dire que je ne reproche rien pour l'instant à la nouvelle fédération togolaise de football, parce que depuis que le colonel a pris les rênes de cette fédération, il y a eu une certaine sérénité, et il n'y a pas les escapades comme on a connu dans les anciennes fédérations. Plus ou moins, ça va, même si on sait qu'il y a toujours certaines personnes qui veulent dresser des pots de banane pour qu'il y a des problèmes. Ça, c'est le propre de la fédération togolaise de football, bon, dans toutes les autres fédérations, mais la fédération togolaise de football a connu de ces genres de situations qui veulent toujours faire reculer le football togolais. Mais le colonel Akpeyu, avec son titre d'officier de l'armée, a su maintenir une certaine sérénité. Mais il faudrait que, dans son entourage également, on fasse l'effort pour que les intérêts du football prédominent les intérêts personnels. Parce que c'est ça qui crée le problème. Si par exemple, au niveau de la mobilisation du voyage des éperviers au Gabon, et on se rend compte que certaines personnes vont plutôt tirer profit de cette organisation, c'est là que le jeu sera faussé. Si par exemple, au niveau de l'équipement, certaines personnes pensent que en choisissant Macron ou en choisissant d'autres équipementiers, ils tireront leur profit, leurs intérêts, c'est là où le jeu sera faussé. Donc il faudrait vraiment que les choses se fassent dans la plus grande transparence et qu'on puisse évaluer au profit du Togo tout ce qui pourrait se faire pour que le Togo puisse sortir gagnant et qu'on essaie vite de gaspiller, d'organiser de la mauvaise gouvernance en matière de football. Avant que l'invité n'arrive, on entend, mais j'ai envie de n'est pas encore, on va continuer à parler de la grève des enseignants. Cette grève vient de redémarrer encore ce mercredi. Et avant d'arriver en studio, on a vu les élèves encore descendre dans la rue, que ce soit vers Anéron, à Idogom et tout. Et on a même appris que la route Cotonou-Anéron a été bloquée momentanément par les élèves à Tapamé, Bassar, dans tout le pays. Ça bouillonne et ça devient inquiétant parce que personne ne dit rien. Tous les jours, les élèves descendent dans la rue. Lundi, mardi, les élèves avaient organisé leur propre grève, puisque c'était les jours vraiment, c'est pas la grève. Mais aujourd'hui, c'est les enseignants qui rentrent en grève, Marc Aboflan. Oui, c'est triste parce que j'ai l'impression que les pouvoirs publics, mais aussi aujourd'hui les syndicats, ont la mémoire très courte. Parce que moi j'ai encore fraîche en mémoire ce drame-là de Tapaon, c'est-à-dire Anselme Sinandare, Duti Sinalengue, ces deux jeunes-là qui ont justement été fauchés parce que au niveau des pouvoirs publics, on n'arrivait pas à prendre des décisions efficaces justement pour bouter hors définitivement cette grève des enseignants. Il est vrai que les enseignants ont des revendications, à mon avis, aujourd'hui légitimes, mais ce qui froisse encore plus, c'est que qu'on voit que la situation est en train de dégénérer, mais que le pouvoir public ne prenne pas jusqu'alors les responsabilités. Parce qu'on peut estimer, peut-être au début, qu'il y avait une prolifération de syndicats qui a fait qu'ils avaient du mal à avoir un interlocuteur. Mais depuis un certain temps, il y a ce regroupement de 4 syndicats-là qui se dégagent clairement et qui commencent par mobiliser au sein des enseignants. Et donc il urge que les pouvoirs publics les appellent pour négocier, parce que aujourd'hui, je sais que si on propose des éléments concrets à ces enseignants-là, ils vont retourner en cours, parce que les enseignants qui sont là n'ont pas envie non plus de rester des journées à la maison. Mais il faut quand même que l'État fasse un effort d'améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Maintenant, si l'État ne le fait pas, j'ai l'impression que quand on voit ces élèves descendre dans la rue, il y a depuis 2 semaines, ça n'émeut personne, ça n'émeut pas les gouvernants, ça n'émeut pas le ministre des enseignements primaires et secondaires,
qui se permet d'organiser des réunions où les gens partent en queue de poisson, je me dis qu'il y a un problème même au niveau de la gouvernance de ce pays, parce que on ne peut pas quand même, hein. Feu et Adema disait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces héritiers ont oublié ce principe, la chair à leur père spirituel. Oui, les piliers du développement d'une nation pour un gouvernement sérieux qui se respecte, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le bien-être des populations. Mais si aujourd'hui nous voyons que cela devient une rengaine pour l'État togolais de gérer de façon aléatoire la question de l'éducation toutes les années, c'est assez dommage. Et j'ai deux images qui me viennent à l'esprit, qui me scandalisent. En 2015, quand le chef de l'État battait campagne pour sa réélection, nous avons vu des affiches dans ce pays où le chef de l'État était parmi des élèves en tenue scolaire, en kaki. Et on a vu ces affiches-là à travers... il y a de ces affiches qui existent encore sur des panneaux à travers le Togo. Et de façon paradoxale, au même moment où ces élèves qu'il a pris comme objet de campagne pendant son élection sont dans la rue parce qu'ils ne trouvent pas leurs enseignants, sont dans la débandade à Lomé, à Tablibo, à Tchevia, à Mango, à Dani, à Dapaon, à Atapami. Ces élèves sont dans la rue dans une débandade inquiétante. Je trouve une image du chef de l'État en train de visiter les animaux, en train de regarder les animaux dans un safari au Kenya. Je ne sais pas si cette image est vraie, mais si c'est vrai, c'est très grave. Grave parce que la communication présidentielle n'a pas besoin de ça, parce que le pays est en crise en matière d'éducation et le chef de l'État est bonnement assis dans son véhicule de safari en train de regarder les animaux, les lions, les trucs. Il est en visite officielle au Kenya et... Non, tu peux... Vous savez, quand on est un homme d'État... Quand on est un homme d'État... Je pose la question, il est en visite officielle au Kenya et il a voulu prendre des renseignements sur le tourisme. Comment ça marche et il veut s'inspirer pour le Togo. Et c'est normal qu'il est pas sur le terrain. Je pense que ce que Carlos soulignait est très important. C'est une question de communication avant tout. Personne ne refuse à Faure Gnassingbé d'aller visiter des safaris. Personne ne demande à Faure Gnassingbé de ne pas aller voir ce qui se fait en tourisme au Kenya. Mais ces images-là auraient pu être mises sous embargo en ce moment où on voit des images justement à la télé des élèves qui descendent dans la rue. Mais si la communication présidentielle, pendant que nous payons la scolarité de nos enfants et qu'ils se retrouvent dans la rue, pendant ce moment-là, on montre notre chef de l'État qui est en safari au Kenya, il y a un problème. On ne refuse pas au chef de l'État ses prérogatives d'aller en visite dans un pays X ou de voir tel pour venir améliorer le pays. Mais il y a quand même des choses qui doivent être prioritaires. Quand on prend l'éducation de nos enfants, il n'y a pas de parent aujourd'hui qui va dire que l'éducation de son enfant, quand il paye la scolarité à la fin du mois, quand il paye tout ce qui est dépense pour l'enfant, et qu'il se retrouve à 8 heures, l'enfant qui revient à la maison, ou l'enfant qui est en train de faire les rues, c'est inquiétant. Et quand le premier responsable du pays, paradoxalement, ces images d'enfants qui sont dans la rue, est en train de faire du safari, il y a un problème. Il y a véritablement. Moi, je dis que c'est assez grave, mais je ne vais pas m'en vouloir ou bien m'en prendre au service de la communication parce que je sais qu'il y a. Non, ces images, jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que c'est le service de la communication qui les a publiées, bien c'est le Kenya qui les a publiées. Parce qu'on a déjà vu sur les réseaux sociaux quand même. Mais dans tous les cas, nous avons vu des chefs d'État revenir de voyage de façon brusque parce qu'il y a eu une situation de crise dans leur pays. Le chef d'État est rentré hier. Sur la question, non, il n'est pas rentré précipitamment pour la circonstance de l'éducation. S'il était rentré pour la cause de l'éducation, ce matin déjà, on aurait appris que le chef de l'État est en train d'inviter personnellement les syndicats et les directeurs pour pouvoir discuter de la question de l'éducation et résorber de façon définitive ce problème. Mais le chef de l'État est revenu normalement de son voyage, après son safari, parce que c'est ce que les gens disent. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les gens pensent que, même s'il y a eu une certaine essence au niveau de cette mission, de cette visite de travail où il a participé à la fête de l'indépendance, c'est encore une fête, et tout ça, même si le Togo a tiré certaines choses en matière de développement du tourisme au niveau de Kenya, mais ce qui reste aujourd'hui dans la mentalité des Togolais, c'est que le chef de l'État allait faire du safari au Kenya. C'est ce que les réseaux sociaux ont développé, c'est ce qui est perfectible, et c'est ce à quoi
on doit croire. Et je ne pense pas que c'est responsable de la part de l'État de pouvoir vivre dans cette situation, alors qu'il y a une crise en matière d'éducation. Je crois que c'est très important qu'on puisse prendre les choses très au sérieux. Le ministre des enseignements primaires et secondaires à ce jour ne s'est pas encore clairement prononcé pour dire que voilà les responsabilités que nous avons prises pour essayer de mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études pour que les enseignants puissent aller. Rien de tout cela. Et on est dans la confusion totale. Merci, Macabo Plan. Ce n'est pas le jeu des actes de régler le problème des élèves, puisqu'il y a les ministres qui sont là, qui sont délégués pour ça, c'est à eux de trouver une solution de le proposer. Le problème dépasse déjà les ministres. Mais le constat est que les ministres sont incapables de résoudre ce problème-là. C'est le constat aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas une bonne volonté de résoudre cette crise des enseignants-là. Parce que l'année passée, l'année scolaire passée, on a senti qu'il y avait une volonté de faire mieux. Il y a eu une trêve d'une année qui a permis à l'année de bien se dérouler. Aujourd'hui, regardez même le niveau de nos scolaires aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec les résultats notamment du BEPC l'année passée. Avec ce niveau-là, si on se permet d'avoir des règles grèves à répétition, ça veut dire qu'on a problème. Et regardez aujourd'hui, le ministre de l'enseignement, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et son collègue chargé d'enseignement technique, personne ne réagit. On a l'impression qu'il n'y a pas rencontré les cas syndicats jeudi dernier, ils se sont parlé, mais à la fin on n'a pas eu d'accord, peut-être que la discussion va se poursuivre. Je donne un exemple. On voulait organiser le sommet de Lomé. On a trouvé les 5,5 milliards qu'il fallait. Et on a mobilisé tout le Togo pour réussir. On a même repoussé la rentrée scolaire. Pour aujourd'hui, on veut régler cette question des enseignants qui sont en grève. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de midi à 14h pour régler ça. En 1 heure de temps, un gouvernement sérieux a fini de régler cette question de grève entre les enseignants. Parce que depuis que les enseignants ont lancé leur modèle de grève, avant même la rentrée, avant la rentrée, le modèle de grève était avant la rentrée, les revendications qu'ils avaient posées sur la table étaient claires. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de contre-proposition en face pour dire voilà ce que nous vous proposons, pour qu'on se dise voilà, c'est les enseignants qui font de la surenchère. Aujourd'hui, on constate justement qu'il n'y a aucune proposition face à ce que les enseignants suggèrent. Les enseignants veulent qu'on améliore leurs conditions de vie. Si le gouvernement en est incapable, parce qu'il y a des questions de budget et tout, que le gouvernement aujourd'hui fasse une proposition pour dire nous pouvons faire ci ou nous pouvons faire ça. Mais si le gouvernement ne réagit pas, quand ils ne mettent aucune proposition sur la table, quand ils appellent, parce que de cette discussion, de cette rencontre-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, et les enseignants, parce que les enseignants, eux, nous ont dit que la réunion s'est terminée en queue de poisson, mais le gouvernement, jusqu'aujourd'hui, n'a pas communiqué pour nous dire ce qui a été proposé. Il n'y a pas eu un communiqué officiel depuis lors. Rien du tout. Bon, on va sur le dossier de territoire, on va marquer une pause et on va revenir tout à l'heure. Notre invité a eu un petit souci, on ne peut pas l'avoir aujourd'hui. C'est déjà partie remise, on espère le recevoir dans les jours à venir. On marque une pause et derrière la pause, on revient au studio pour aborder d'autres sujets. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Alors donc, retour avec nos confrères Ranos Kentaou et Macabo Plan. Nous allons quitter un peu le Togo, on va aller en Gambie. La Gambie qui déçoit, la Gambie qui avait donc donné joie aux Africains il y a une dizaine de jours. La Gambie qui déçoit depuis bientôt 4-5 jours. Le président Yaya Jammeh refuse de reconnaître sa défaite. Hier, quand les gens de la région sont partis le voir, ils ont discuté longuement, mais ils ont quitté Banjul sans sur une solution à l'heure où nous parlons, et que samedi prochain, les chefs de la sous-région vont se réunir à Abuja en sommet pour encore plancher sur le cas gambien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Une joie de courte durée. Ça m'arrive, dans l'analyse de la situation de la Gambie, je me pose un certain nombre de questions sur la personnalité de Yaya Jammeh. Je me demande si, entre guillemets, le président gambien Yaya Jammeh, est-ce que il a tous ses sens? C'est-à-dire que quand tu vois la personne, d'abord avec son accoutrement, la Gambie, ce n'est pas, il n'y a pas l'hiver, je crois, en Gambie, mais il a un accoutrement bizarre avec, je sais pas, bon, un anorak qui
est au cou et tout ça là. Comme, voilà, bon, un style, bon, je sais qu'il fait chaud en Gambie comme au Togo, hein. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Mais quand tu vois les sorties de l'homme, on a l'impression de penser que on a affaire à quelqu'un qui n'a pas tous ses sens pour gouverner un pays. Parce que c'est regrettable qu'on dise aujourd'hui que l'Afrique doit se prendre en charge et que l'Afrique doit être responsable, et au même moment, certaines personnes qui doivent incarner ce respect vis-à-vis de l'Afrique puissent poser des actes aussi répréhensibles. Vous ne pouvez pas imaginer le stress que cela devrait créer, par exemple, au niveau des populations gambiennes, au niveau des chefs d'État et tout ça là, cette attitude de revirement spectaculaire de Yaya Jammeh. Et je ne sais pas à quoi on va aboutir à travers la médiation au niveau de la Gambie avec Yaya Jammeh, mais je sais que on risque peut-être de s'engager dans une logique qui ferait peut-être perdre encore des vies humaines comme on en a connu à Libye et puis dans d'autres pays. Et finalement, on finira par dire encore que c'est l'Occident qui tire encore sur les ficelles, alors que nous, Africains, nous avons l'occasion de prendre nos responsabilités et de pouvoir juguler ces questions qui sont des questions de normes démocratiques. Et ce qui est encore choquant et puis effarant, c'est qu'il y a jamais, on organise une élection. Toi, président sortant, que personne ne soupçonnait pouvoir t'engager dans une logique à reconnaître ta défaite. Tu reconnais ta défaite et tu félicites ton adversaire. Au moment où le monsieur s'est chauffé à prendre le pouvoir, voilà, et tu reviens dans un revirement pour dire que non, tu n'es plus d'accord et tu ravales ta parole. C'est les proches de Jammeh disent que le monsieur menaçait d'amener Jammeh, ses proches à la CPI et autres, faire l'audit des 22 ans de règne de Jammeh, et du coup le monsieur a pris peur. Je ne suis pas en train de voir Donald Trump ou bien Barack Obama revenir sur les propos tous les jours de Donald Trump. Donald Trump, depuis qu'il est élu, il prend des décisions. Il n'a pas encore été investi. C'est le 20 janvier qu'il sera investi. Mais ces prises de position aujourd'hui ont nettement même neutralisé l'existence de Barack Obama. Je ne vois plus Barack Obama comme avant. La vedette aujourd'hui aux États-Unis, c'est Donald Trump. Et le dernier événement, c'est la nomination de son secrétaire d'État, qui se trouve un proche de Vladimir Poutine. On n'a pas vu Barack Obama dire que, moi, j'étais dans une logique, pas d'affrontement, mais de guerre froide avec la Russie. Et voilà, aujourd'hui, vous venez prendre un proche de Poutine pour être le secrétaire d'État. Je ne suis pas d'accord, donc je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc il faut prendre les choses de façon démocratique. Oui, non, je ne suis pas en train de parler de la longévité d'un ou de l'autre, mais on est dans une situation de succession. Vous comprenez un peu Jammeh qui a peur du lendemain? On ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi il faudrait encore poser la question de la gouvernance. Quand vous êtes à la tête de l'État, il faut gouverner de la façon la plus démocratique pour éviter d'avoir peur quand vous serez en train de quitter le pouvoir. C'est ça, le principe. Bon, maintenant que le fait est fait, comme on le dit, au niveau de Gambie, où Yaya Jammeh a déjà fait 22 ans et il est en train de partir avec toute la pagaille qu'il a organisée, qu'il a semée dans le pays. Mais le nouveau président, par rapport à ses orientations, il a fait une campagne électorale. Et pour prendre la tête d'un État, on doit quand même faire un audit. Bon, il est vrai qu'il a été un peu trop pressé, Adama Barrow, en disant que bon, voilà, nous allons faire l'audit, nous allons revoir dans le rétroviseur, nous allons voir comment la Gambie a été gérée, nous allons réintégrer la CPI et tout ça là. C'est vrai qu'il est allé trop vite en besogne. Mais je crois que Yaya Jammeh, s'il était sérieux, il pourrait engager une certaine médiation, mais un lobbying auprès de certains chefs d'État. Il a des amis en Afrique qui pourraient approcher pour dire que le monsieur est en train de vouloir faire basculer dangereusement la Gambie dans un spectre de violence. Donc il faudrait lui dire d'arrêter rapidement et de prendre la responsabilité de l'État et de gérer le pays comme il se doit, plutôt que de chercher à régler les comptes ou bien à faire la chasse aux sorciers. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas et il fait un revirement dont on n'a pas besoin. Marc Abouflan. Alors, moi j'ai trois appréciations. J'apprécie le cas gambien sous trois aspects. Le premier aspect, l'aspect énigmatique même de la personnalité de Jammeh. Parce que rappelez-vous même de comment il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir il y a 22 ans. D'une manière totalement banale, parce que soldat revenu de guerre, il était allé chercher son solde
directement à la présidence de la République quand le président pensait que c'était un coup de taille qu'il a fui. Et donc Jammeh s'est installé depuis et il a fait 22 ans au pouvoir. Tout ce qu'il a fait, comme il a maintenu la Gambie pendant ces 22 ans-là sous le joug d'une dictature vraiment. C'était compliqué même d'exercer la liberté de presse, de respecter les droits de l'homme et tout. Et un beau matin, cet individu-là qui décide de laisser le pouvoir et de partir comme si de rien n'était. Ce même individu-là qui quelques jours après revient sur sa position et dit qu'il ne veut pas quitter. Il faut savoir aujourd'hui, Jammeh ressemble à ce personnage-là d'un film qu'on appelle Le Président du Botswana. Il a un aspect énigmatique aujourd'hui que même les meilleurs analystes ne pourraient pas décrire. Alors maintenant, le second aspect du cas gambien, c'est le système aujourd'hui, parce que on a l'habitude de voir le cas gambien sous l'aspect Yaya Jammeh, mais Yaya Jammeh n'est pas seul. C'est un système. S'il est resté à la tête du pays pendant 22 ans, c'est parce qu'il a su ériger un système qui contrôle le pays. Et ce système-là ne peut pas partir du jour au lendemain parce que Yaya Jammeh, lui, il a décidé d'arrêter de conduire le pays. Il faut qu'on trouve une solution justement pour mettre de côté ce système-là. Et tant qu'on ne va pas trouver une solution efficace pour mettre de côté ce système va continuer à être là, va même mettre la pression sur Jammeh pour qu'il ne laisse pas le pouvoir. Deuxième aspect. Troisième aspect, c'est l'aspect le nouveau président lui-même. Parce que voilà un nouveau président qui est élu, qui lui-même n'avait jamais rêvé de devenir président de la République parce qu'il savait qu'il était face à un dictateur comme Yaya Jammeh qui n'allait pas reconnaître sa défaite aux élections. Voilà un beau matin, tu es tout heureux d'apprendre que celui qui ne pouvait pas reconnaître sa défaite reconnaît sa défaite et tu commences par faire des déclarations vitrioles comme quoi tu vas réintégrer la Gambie à la CPI, comme quoi tu vas faire un audit du pays sans même encore avoir pris les rênes de gestion du pays. Et donc, pour régler aujourd'hui le cas gambien, c'est ça, c'est les solutions qu'il faut là. C'est ces trois aspects-là. Il faudrait que le nouveau président Adama Barrow change de langage. Il doit avoir un langage. Il faut qu'il rassure Jammeh. Mais rassure aussi le système Jammeh parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Jammeh a été élu dans les élections qu'ils ont qualifiées eux-mêmes de transparentes. Jammeh a été élu avec plus de 42% des voix. Ça veut dire qu'il y a encore au sein de la population, même si c'est des gens... Non, Barrow a été élu même, Jammeh. Jammeh a été élu. L'autre était à 48, je crois. L'autre était à 48, Jammeh était à 42%. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Jammeh a encore une certaine base, aujourd'hui, avec laquelle il faudra composer dans la Nouvelle-Gambie. Et on ne peut pas parler de revers de main toute cette population-là parce qu'on en veut à Jammeh, parce qu'il a gouverné comme un dictateur ces années. Maintenant, que doit faire la CEDEAO? Hier, on a vu que les chefs d'Afrique sont passés là-bas, mais ils n'ont pas... Bon, ils ne continuent pas à être un peu morts avec Jammeh, les gens... Ça offusque les gens parce que... Oui. On sait comment ça se passe, et on est là en train de tourner diplomatie, sommet, et après Jammeh va s'éterniser, va rester, et va pas partir. Faut-il pas faire comme ça a été le cas avec Azali Assoumani au niveau des Comores, qui a été délogé par une force de l'Union africaine? Oui, la situation de la Gambie aujourd'hui est assez délicate parce que les relations entre la Gambie et certains des pays limitrophes à la Gambie, notamment le Sénégal, qui constituent même une entrée de l'État gambien. Et puis les relations que Yaya Jammeh entretient avec certains chefs d'État ne permettent pas de pouvoir prendre une décision radicale à ce jour au niveau des États. Et puis la personnalité même, énigmatique, comme l'a dit Marc Aboflan, de Yaya Jammeh ne permet pas de prendre une décision scientifique pour exorciser la situation de Gambie. Donc il faut d'abord chercher à comprendre l'homme, parce que c'est un monsieur qui s'est isolé, qui n'a pas approché beaucoup de gens, et des gens ne connaissent pas son état d'âme. La preuve, ce revirement a surpris plus d'un. Donc il faut comprendre la personnalité. C'est pourquoi je vois un peu la dame Sir Leif Johnson est mise en exergue, en vedette, pour pouvoir discuter personnellement avec lui. Peut-être comme un bon musulman avec plusieurs femmes, il peut se faire raisonner facilement par la femme. Donc la dame est en train de les raisonner. Donc moi je pense que on va trouver une situation de faire comprendre à Yaya Jammeh le risque qu'il est en train de courir, et pour sa vie, et pour son entourage. Parce que si on arrive à le rassurer,
à lui dire que bon, il est amnistié, lui et toute sa famille, il peut aller rester dans son village et faire son maraboutage, comme il le dit, ou bien il peut voyager. Et encore, il faut se poser la question s'il peut voyager, parce qu'il a créé des rixes à travers le monde, et il ne peut pas aller dans un exil doré quelque part. Mais s'il peut rester dans son village tranquillement avec sa famille, avec ses membres, tout ça là, et ne pas pouvoir avoir encore la force d'inquiéter la Gambie et ses institutions, là on peut retrouver cette porte de sortie honorable. Et je sais que c'est la formule qui est la bonne formule. Mais si on veut engager la force armée, comme on l'a dit, le président de la CEDEAO, M. De Souza, qui dit que s'il ne veut pas partir, ben, ils vont engager une force armée. Mais ça, c'est à l'extrême, c'est une solution extrême, là. C'est la solution extrême. C'est à la limite de la solution de médiation, la solution pacifique. C'est on finit par adopter cette solution radicale. On se rappelle à l'époque, il est vrai que je n'étais pas d'accord, aujourd'hui je ne suis pas d'accord que Kadhafi soit assassiné de la façon dont il a été assassiné, où la Libye est aujourd'hui à feu et à sang. Mais quand vous gouvernez un peuple, et à un moment donné, vous commencez par dire que votre peuple là est constitué de rats, que vous allez des cafards et des rats, que vous allez les exterminer, les neutraliser. Là, vous êtes tenté de dépasser la limite du raisonnable. Et là, bon, si la raison humaine veut qu'on vous réduise également pour que vous ne puissiez pas atteindre ces objectifs. Donc la CEDEAO doit faire beaucoup attention dans la gestion de ce dossier en raisonnant. Et il n'y a jamais, parce que je pense que le monsieur a perdu la raison, et également en raisonnant le président élu Adama Barrow pour qu'il ne s'engage pas dans les promesses de chasse aux sorcières sur lesquelles il veut fonder son règne. Marc Aboflan? Je pense qu'en Gambie aujourd'hui, on va devoir arriver à une situation de partage de pouvoir. Mais comment partager le pouvoir avec Jammeh? Mais il a perdu dans les urnes. Jammeh a perdu dans les urnes. Parce qu'hier, il a dit au chef d'État, il dit de partager le pouvoir, selon ce que nos confrères sénégalais ont crié. Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, Adama Barrow a commis une erreur d'amateur politique. C'est de faire des déclarations sans être... Oui, on le sait, mais là, on parle de solution. Il faut qu'on trouve une solution à la crise gambienne. C'est de partager le pouvoir. Partager le pouvoir en quel sens? Je vais terminer. C'est-à-dire, aujourd'hui, il sera le président si Yahya Jammeh accepte de partir. Mais il va falloir qu'il concède à Yahya Jammeh et à son clan encore quelques ministères. Il va devoir leur laisser quelques sociétés d'État. Non, il a déjà annoncé, Adama Barrow a annoncé des leviers importants du pouvoir aujourd'hui pour que ceux-ci se calment et sachent qu'ils ne seront pas demain inquiétés. Parce que une chose est de rassurer Jammeh qu'il n'aura rien et qu'il peut aller dans son village se reposer, mais l'homme étant lui-même ayant eu des revirements plusieurs fois, il peut craindre que Adama Barrow et ses amis puissent avoir des revirements aussi. Donc, pour le rassurer aujourd'hui, il faut d'une certaine manière qu'on lui laisse certains leviers de pouvoir. Pas à lui personnellement, mais à certains membres clés de son système. Ce n'est qu'avec ce risque-là, ce n'est qu'avec ça qu'on peut s'assurer qu'il accepte de quitter le pouvoir lui-même naturellement et de laisser la Gambie, à Adama Barrow le contrôle. Oui, je me rappelle qu'Adama Barrow a déjà annoncé un gouvernement d'union nationale qui permet à Jammeh. Il avait annoncé ça quand il a pris le pouvoir. Bon, quand il a gagné les élections, quand l'autre lui a fait part du chef de l'opposition nationale. Mais cette histoire de partage de pouvoir, moi je ne suis pas d'accord. C'est une formule, un bateau qui a été appliqué notamment dans beaucoup de pays, notamment au Togo, et qui n'a jamais porté ses fruits. Au Kenya, bon, cela a été fait dans un compromis plus ou moins acceptable parce que le Premier ministre Morgan Tsvangirai, Raila Odinga, oui, il a eu l'occasion d'être véritablement rassuré et de savoir que en prenant la primature, la Constitution lui garantit, ou bien l'accord lui garantit un certain nombre de privilèges. Mais comment traîner un boulet comme Yahya Jammeh dans le partage du pouvoir en Gambie? Un monsieur comme ça, vous lui donnez quel ministère? De l'intérieur, de la sécurité ou de la défense? Mais le monsieur il va chercher à toujours régner comme il est le président. Donc il faut radicalement prendre les dispositions parce que ce serait trop facile et ça va faire jurisprudence sur le plan international. Ce serait trop facile de perdre les élections, de s'imposer, de dire que bon voilà, je ne suis pas d'accord de chercher à partager le pouvoir. Ce serait trop facile. Quand vous perdez le pouvoir, partez et puis laissez les autres gérer et être content. Ces élections-là et dire qu'il ne les a pas perdues. C'est-à-dire, s'il n'avait pas accepté cette défaite-là,
il aurait pu m'appuyer pour qu'on proclame de... Là, ce serait une autre crise qu'on aurait gérée. Ouais, mais là, il a reconnu, il a une autre crise qu'on aurait gérée. C'était son adversaire Adama Barrow. Il a même enregistré leur communication. Mais on espère qu'une solution sera trouvée parce que ça veut dire qu'il y a un sommet de la CEDEAO à Abuja. Ils vont prendre des décisions radicales et puis trouver une formule. Ne peut pas régler ce problème parce que... Qui peut régler le problème? L'ONU, l'Union africaine? Ce problème, c'est les Gambiens eux-mêmes. Le problème, notamment le nouveau président Adama Barrow. S'il refuse de donner des gages de tranquillité, des gages de partage de pouvoir à Yaya Jammeh, il va devoir le laisser reprendre son pouvoir. Adama Barrow doit-il trouver un président d'un pays occidental comme le fut Sarkozy qui avait soutenu à l'époque Ouattara pour que Gbagbo soit dégagé? Est-ce que une puissance étrangère doit appuyer Adama Barrow pour pouvoir dégager? On n'a pas besoin de puissance étrangère, c'est encore chercher à se faire. Mais le Sénégal aujourd'hui veut chercher à se faire influencer encore. Se faire radical, mais est-ce que le Sénégal a des raisons, et la Casamance, et puis la Gambie est encastrée dans le Sénégal. Donc si le Sénégal, voilà, on reste avoir la Gambie en soi, pour devenir un Sénégal. À l'époque, c'était la Sénégambie. Ok. Chers confrères, nous allons terminer cette émission comme ça. Malheureusement, on n'a pas eu notre invité aujourd'hui pour des problèmes de dernière minute. On aura le temps de le retrouver très bientôt. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Carlos Ketao du journal Indépendance Presse. Merci à Marc Aboflan de l'élite d'Afrique.com. Merci à tous. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.